Un autre secteur, là c'est le secteur de l'ingénierie avec l'entreprise Ségula. Merci d'accueillir Jean-Luc Laurent. Il est là. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Installez-vous. Alors Jean-Luc Laurent, vous êtes de l'équipe Data Science et Intelligence Artificielle de Ségula. Ségula Technologies, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un intégrateur, c'est celui qui accompagne des entreprises importantes, mais peut-être aussi des PME, Absolument. qui dans tout ce qui est justement intelligence artificielle, traitement de données, tous les sujets dont on parle depuis ce matin. Donc vous avez un rôle un peu transverse par rapport. Et vous êtes évidemment, on parlait tout à l'heure de bouchers qui ne mangent pas de viande. Vous aussi, j'imagine que vous utilisez vos technologies, les technologies que vous préconisez. Vous travaillez dans l'intégration dans le domaine industriel. Racontez, vous avez pas mal de clients dans le 78, notamment. Oui, c'est ça. On travaille classiquement avec les grands donneurs d'ordre. On en a vu quelques-uns ce matin, Thales, Renault, PSA, Airbus. Donc notre métier, c'est d'être un bureau d'études pour l'industrie au sens large. Une forte coloration automobile oui. historique. Mais pas que, on travaille également dans l'oil and gas, un petit peu dans la santé, dans le naval et dans l'aéronautique. Donc le but vraiment, c'est d'aider à concevoir les produits de demain, concevoir les véhicules, les trains, on travaille dans le rail également. Et pour ça, on utilise aussi des systèmes et des outils d'analyse de données et d'intelligence artificielle. Alors justement, vous allez tout nous raconter. Un exemple peut-être pour démarrer dans la logistique, sur la façon d'utiliser l'intelligence artificielle dans la logistique et qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça permet de faire. Racontez-nous. Oui, un cas simple, assez pratique, pragmatique. Donc, comme je vous disais, on travaille avec des constructeurs automobiles. Dans ce cadre-là, on est amené à devoir travailler sur des plannings de livraison de prototypes, donc de véhicules qui seront chez vous, chez moi, d'ici 1 an, 2 ans. Concevoir un véhicule, c'est quelque chose d'assez complexe, et concevoir son acheminement et sa logistique également. On travaille avec des centaines de fournisseurs différents. Il y a des dizaines de milliers de pièces différentes pour chaque véhicule. Et vous imaginez, quand on doit faire un planning de livraison sur ce type de véhicule, il y a des dizaines de milliers de raisons possibles qui font que le planning va dériver. Oui. Donc, pris individuellement, chaque tâche est assez simple. Ça peut être vous, moi, on le gère avec un fichier Excel, je dirais à l'ancienne. Et puis très rapidement, on se retrouve débordé par le nombre de fichiers Excel, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, parce qu'il y a beaucoup de références. Et donc, on a utilisé l'intelligence artificielle, des algorithmes, pour regarder comment on avait livré les véhicules, les prototypes dans les années passées, qu'est-ce qu'on avait pu apprendre des raisons du retard, et qu'est-ce qu'on pouvait prévoir dans les mois et les années à venir. Donc aujourd'hui, on a des algorithmes qui sont capables de prédire un délai de livraison à 84%, avec plus ou moins une semaine, on compte en semaines les délais de livraison, plus ou moins une semaine de durée d'intervalle de validité. Donc ça, c'est quelque chose qui vient aider les spécialistes de la logistique, de la supply chain. C'est pas nécessairement la vérité absolue, c'est quelque chose qui va donner une forte orientation, mais qui va nous renseigner également sur les causes du retard et comment être un peu plus performant sur les délais annoncés. Et ça, l'idée, c'est d'apprendre des données de l'historique. Exactement. Et justement, non seulement on apprend, on en tire des enseignements sur ce que l'on fait au quotidien, et il y a cette fameuse dimension pour prévoir, et notamment pour fixer un délai de livraison. Oui, tout à fait. Il y a la dimension de prédiction, qui était la question posée par le métier au départ, mais on s'est rendu compte en analysant les données qu'on détectait des anomalies, qu'il y avait par exemple des attitudes humaines incompréhensibles, mais quelqu'un qui va dire ma pièce elle arrivera dans 5 semaines, juste parce qu'il ne veut pas être embêté, alors que le délai d'attente c'est 3 semaines. Mais c'est des choses très pragmatiques. Mais là, l'algorithme va pouvoir le détecter relativement facilement, détecter l'anomalie, sans forcément fliquer la personne, mais repérer c'est quelque chose d'anormal qui arrive une fois ou qui arrive systématiquement. Et ça peut avoir des influences sur la qualité du fournisseur ou le choix du fournisseur, etc. Donc si on le fait sur un exemple comme ça, assez simple, si vous avez des milliers de références avec des centaines de fournisseurs, ça devient très compliqué à détecter, ce qu'un algorithme peut faire. D'accord, oui, c'est tout l'intérêt, c'est qu'il y a il y a tellement de données que rentrer dans ces fameux milliers de fichiers Excel, ça devient au bout d'un moment impossible. Et puis là, et tac, parce que c'était pas ce que vous cherchiez au départ, ces anomalies, vous les cherchiez pas. Non, du tout, exactement. Mais ça a été remonté tout seul. Alors il y a un autre exemple que vous aviez, ça c'était dans la partie, ça c'était la logistique. Un autre exemple, peut-être plus classique de maintenance, peut-être prédictive ou de reconnaissance de fils. Vous m'avez parlé de ça. Oui, c'est ça. Oui. Alors le sujet concernait là aussi un constructeur auto. Qui n'est pas très loin d'ici, et qui fait des challenges, des défis chaque année. Donc il ouvre une dizaine de défis chaque année à ses partenaires. Et puis un des défis de cette année, c'était de pouvoir asservir un robot de vissage sur un moteur au défilé. Alors c'est un peu technique tout ça. Vous imaginez que vous êtes dans une usine, vous avez des tapis roulants, des convoyeurs, le moteur de votre véhicule préféré est en train de défiler.
Et puis sur ce moteur, il y a un certain nombre de vis à positionner. Donc on veut amener un bras robotisé de vissage, donc il y a une visseuse au bout du bras, de telle manière qu'il puisse visser en même temps que le moteur se déplace. Évidemment, on voit l'intérêt, on ne stoppe pas la production, on n'attend pas que les vis soient positionnées pour continuer, on le fait vraiment au défilé. Donc c'est du vissage au défilé. Donc le challenge qui était posé par le constructeur, c'était on voudrait faire ça automatiquement. Et on ne veut surtout pas qu'il y ait de communication entre le moteur, le convoyeur et le système de capture. On pourrait imaginer par exemple de mettre des grosses croix rouges sur les vis et puis d'amener un pointeur ou un robot sur ces vis-là. On ne veut pas. On est dans un vrai environnement de production. Le moteur, il sera un jour installé dans votre voiture. Il n'est pas question de faire des marques particulières. Et puis on peut changer le moteur demain. On peut changer de moteur, absolument. De la souplesse. Et c'est une bonne remarque, parce que sur les lignes, il n'y a pas toujours les mêmes types de moteurs. Donc, voilà. Donc première contrainte, c'était ça. Deuxième contrainte, on n'a pas de communication entre le convoyeur et le système. Ça veut dire qu'il n'y a pas de capteur sur le chemin qui porte le moteur pour informer la caméra ou le système de capture que le moteur est à tel endroit. Donc il n'y a vraiment rien entre les deux. Donc, donc ça, c'était un défi qui n'est pas forcément simple au départ. Donc la réponse, nous, qu'on a proposée, qui a été plutôt bien accueillie, bah, c'est d'utiliser, d'entraîner les algorithmes d'intelligence artificielle, donc de reconnaissance de forme. D'abord pour reconnaître ce que c'est un moteur, et ensuite pour reconnaître, apprendre ce que c'est une vis. Une fois que je sais reconnaître et je sais apprendre ce que c'est qu'une vis, ben je sais à peu près la positionner, je renvoie ces coordonnées au robot de vissage, et puis le robot de vissage, il n'a plus qu'à venir visser. Donc le sujet a été vraiment intéressant dans le sens où, vous avez eu des présentations ce matin, on n'est pas dans un déroulement d'informatique classique où on va programmer un algorithme. Maintenant, je pense que vous êtes familier, un algorithme, c'est une recette de cuisine. Hein. Petit 1, je sors la casserole. Petit 2, je mets l'eau dans la casserole. Petit 3, je mets les nouilles. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un algorithme. Le problème, c'est quand il n'y a pas la casserole parce que quelqu'un l'a déplacée. Exactement. Quand il n'y a pas la casserole ou que ce n'est pas la bonne casserole ou qu'elle n'est pas au bon endroit, là, ça devient compliqué. Donc nous, on est vraiment... D'où l'intérêt de gérer des tas de cas et ça devient complexe, Exactement. Complexe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des vidéos. Alors, on est environ en production, donc on a pris des vidéos du moteur en train de bouger. On a entraîné, donc on a appris à notre réseau de neurones profonds à reconnaître le moteur et à reconnaître les vis. Donc par apprentissage, comme vous l'a présenté la personne ce matin de l'INRIA, hein, on lui montre beaucoup d'exemples. Et puis au bout d'un moment, il sait reconnaître un moteur, il sait reconnaître une vis. À nous de vérifier la qualité de cette reconnaissance et puis de s'assurer que ça correspond bien au temps dont on a besoin. Donc ça marche plutôt très bien. Et un gros avantage aussi de cet algorithme-là, c'est qu'il respecte les contraintes qu'on nous a demandées au départ. Pas de communication entre le système de capture et le système de convoyage. Bon, pas de marque sur le moteur. Mais en plus, il apporte l'intérêt qu'on peut circuler entre la caméra et le moteur. Vous allez avoir des opérateurs qui vont passer, les gens qui font leur travail. Donc ils passent devant la caméra, ils ressortent. Sur des systèmes plus anciens, ça c'était un peu compliqué. Parce qu'on coupait la relation entre le moteur et le système de capture, et du coup c'est compliqué de réacquérir le signal après. Avec les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est pas vraiment un souci. Il va y avoir une seconde, effectivement, pendant que la personne passe devant la caméra où on voit plus rien. Bon, ça, on n'y peut rien. Mais dès qu'on voit réapparaître le moteur, même à 15-20% de sa visibilité, paf, on va pouvoir le localiser, à nouveau le traquer, le suivre. Pareil pour les vis. Donc ça apporte quelque chose en plus qui est, on ne gêne pas le fonctionnement des opérateurs quand ils travaillent autour du moteur dans l'entreprise. Mais est-ce que tout ça, vous l'avez découvert au fur et à mesure, ou est-ce que ceux qui vous ont posé le défi le savaient que c'était possible, et donc comment ça a fonctionné? Est-ce qu'ils se sont dit, tiens, on va essayer de faire le truc ultime, et on verra si ça marche techniquement? Ou est-ce que c'était parce qu'ils avaient ces contraintes-là, ils avaient décidé, tiens, il y a des gens qui passent devant, je peux changer de moteur, je peux changer. Donc ils ont listé toutes leurs contraintes, et après, débrouillez-vous, c'est là, trouvez-moi un truc qui marche. C'est ça, c'est la deuxième solution. C'est voilà les contraintes qu'on a dans la vie réelle, dans un site de production. Nous, on vous pose la question et proposez-nous des solutions. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et la réponse était que l'intelligence artificielle? Pas forcément, il y a peut-être d'autres réponses possibles, hein. C'est pas universel. La nôtre répondait effectivement à la question posée, répondait plutôt bien, mais il y a peut-être d'autres systèmes possibles aujourd'hui qui auraient pu faire ça. Les contraintes elles sont quand même assez élevées. Donc, bon. Alors ce qui est intéressant peut-être à rajouter, c'est qu'au-delà du système de reconnaissance, qui lui, pour répondre à votre question, existe déjà, parce qu'il y a déjà des boîtes à outils de reconnaissance d'objets, etc. Là, la difficulté, enfin c'est pas vraiment une difficulté, mais la particularité, c'est qu'on doit systématiquement entraîner son algorithme sur le sujet d'intérêt. Pour reprendre un cas que vous avez vu ce matin, si j'entraîne mon algorithme à reconnaître des chiens et des chats, il va être extrêmement fort à reconnaître des chiens et des chats. Oui. Maintenant, si je lui montre une photo d'éléphant, il va me dire c'est un chien à 15%.
Ah oui, il y a 4 pattes, il y a des oreilles. Bon. Mais voilà, ils sont extrêmement forts sur une tâche vraiment très très pointue. Donc il y a ce qu'on appelle un attachement aux données qui est très fort. Le paramétrage de l'algorithme, il va vraiment dépendre des données que vous lui apportez en entrée et de ce que vous lui demandez de reconnaître. Donc ça, c'est très fortement lié au métier. Donc d'où le lien qu'on fait beaucoup chez Singular entre l'ingénieur métier et l'ingénieur en data ou intelligence artificielle. Donc voilà, important d'entraîner sur des bonnes données. Et puis deuxième remarque dans ce qu'on a apporté comme solution, il y a la partie maintenance prédictive de la solution et interface avec l'utilisateur. Maintenance prédictive parce que on ne se limite pas à regarder le positionnement du robot de visage, on va aussi capturer ses données de santé entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce qu'il a bien vissé, est-ce que le couple est assez fort, pas assez fort. Si on remarque qu'on commence à avoir des dégradations sur le couple de serrage, on ne serre pas assez fort, on n'attend pas qu'il y ait un problème de qualité. On va remonter une alerte et on va dire attention, dans quelques minutes ou dans quelques cycles, il va falloir faire une intervention pour changer quelque chose sur le robot de vissage. Donc ça, c'est du prédictif. Et parce qu'on a les données qui remontent du robot et de l'automate, on est capable de faire ça. Et puis enfin, on a une interface qui permet d'être assez souple avec les utilisateurs, aussi bien en bord de ligne, ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant, donc à côté du robot, que auprès du superviseur qui est quelque part dans l'atelier, ou même du directeur d'usine qui serait coincé dans les embouteillages. Donc on apporte une flexibilité par rapport aux solutions existantes. Alors il y a eu beaucoup de questions justement sur la partie formation, sur la partie cobotique, le robot qui remplace les hommes, etc. Et vous avez une expérience justement là-dessus, entre quand on a un opérateur et une machine d'intelligence artificielle. Vous avez trouvé quelque chose d'assez intéressant, racontez-nous. Oui, ça fait partie du sujet et des extensions en fait, du sujet. C'est que ce système-là fonctionne, il traque les vis, on est content. Bon, quand il y a un souci qui arrive sur le système, forcément un opérateur doit intervenir. Donc dans l'interface, on a plusieurs, imaginez une interface web avec plusieurs boutons d'action et dans lesquels vous déplacez votre souris, vous cliquez, vous faites des actions. Donc ça, c'est à peu près l'interface de pilotage. Donc pour faire très court, vous avez deux profils d'utilisateurs, un profil expert, expérimenté, et puis un profil junior. Quand le problème survient, votre profil expert, il arrive, il regarde 2-3 métriques, donc concrètement, il déplace sa souris sur l'écran, il appuie sur un ou deux boutons, il prend la décision, et puis le problème est résolu. Le profil junior arrive, il va regarder une douzaine de métriques, il va prendre 3 actions, il va revenir, il va encore faire 3 actions, il va repartir. On voit bien que ce n'est pas la même chose et on a une perte de qualité. Donc on a un petit algorithme qu'on a entraîné à reconnaître le parcours de l'utilisateur dans ses actions. Donc l'opérateur expert passe, je repère le parcours de sa souris, je repère les clics souris qu'il a fait, ça devient ma référence. Quand un junior ou quelqu'un d'autre arrive, eh bien je repère aussi son déplacement, et si j'ai un souci qui est similaire au précédent, je vais commencer à pouvoir faire une différence entre les deux de comportement. Et là, j'ai un petit chatbot qui apparaît, on vous a parlé des chatbots ce matin, donc c'est une petite fenêtre de communication, et qui dit, attention, tu es dans une situation que ton expert a déjà vécue, dans cette situation-là, il a fait telle et telle action. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc l'idée, c'est le transfert de connaissances, là. Exactement. Là, on est en train de transférer la compétence entre un expert ou un junior, ou éventuellement quelqu'un qui serait aussi fatigué. On a des gens qui travaillent en tra-8, l'expert est pas forcément à côté d'eux, la nuit c'est fatigant, on peut faire des erreurs. Donc là, le petit chatbot est là pour dire, attention, il y a une dérive. Voilà, moi, je te suggérerais plutôt de faire ça. Est-ce que tu es d'accord ou pas ? La personne peut dire non. Hein. Mais a priori, si son expert a fait ça, il va plutôt suivre ce mode de fonctionnement-là. Donc là, on est beaucoup dans l'accompagnement, et c'est ce qu'on voit aussi pas mal aujourd'hui. L'IA, elle n'est pas là que pour remplacer, j'entendais les robots tueurs et tout ça, elle est beaucoup là pour accompagner. L'idée, c'est de vous aider à automatiser des tâches répétitives avec valeur ajoutée relativement faible. Traiter des fichiers Excel par jour, c'est pas toujours passionnant. Voilà. Enfin, il y a plein de tâches comme ça qui sont pas super passionnantes, mais voilà. On peut automatiser ça, on peut faire de l'accompagnement et on peut avoir une interface un peu plus intuitive, un peu plus humaine entre guillemets, pour aider les gens à monter en compétences ou limiter les erreurs qui soient faites dans la production. Alors, il y a des industriels dans la salle, mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas industriels et qui se disent « Oula, ça c'est peut-être un peu loin pour moi, je trouve ça fabuleux, le transfert de compétences, la maintenance prédictive, je sais si, si la vis n'est pas assez serrée. Mais si je suis une entreprise plus traditionnelle, je ne sais pas moi, du tertiaire, est-ce qu'il y a matière à utiliser ces technologies-là et en tirer parti ? Vous parliez des fichiers Excel tout à l'heure. Bien sûr. Dans quelle mesure je peux quand même profiter de ces technologies d'intelligence artificielle quand je suis dans le tertiaire ? Oui, c'est souvent l'exemple qu'on a en premier. C'est un petit peu moins la mode, mais il y a quelques années, on parlait beaucoup de big data. Et on avait des clients un petit peu timides qui disaient « Moi, je n'ai pas de big data, finalement, je n'ai pas de gros volume de données ». Et c'est vrai, la plupart d'entre nous, on n'a pas de si grand volume de données que ça. On n'est pas Facebook, on n'est pas Google.
En revanche, on a beaucoup de fichiers Excel souvent. Ça, c'est l'outil majeur dans la plupart des entreprises, je pense chez vous comme chez nous. Et au bout d'un moment, on a un petit peu de mal à gérer tout ça. Pas parce que voilà, on n'a pas le temps déjà, et puis en plus, ça devient compliqué. Quand vous avez plusieurs centaines de colonnes, des milliers de lignes, vous avez plusieurs fichiers, plusieurs équipes, ça devient un peu complexe. Donc souvent, un proof of concept ou un moyen de démarrer assez simplement, c'est d'aller extraire ces données-là sur la gestion de projet, par exemple, et de fournir des tableaux de bord de pilotage de projet. Donc on automatise l'extraction de données, on automatise les tâches que vous faites aujourd'hui via du VB, via des macros, via tout ce que vous voulez. Et puis l'algo, il va vous aider à traiter les données, à vous les présenter de manière assez sympathique, et surtout vous gagnez beaucoup de temps. Donc ça, c'est un premier pas vers de l'analyse de données. S'il n'y a pas forcément de grands mots, on n'est pas en train de parler d'intelligence artificielle, de choses compliquées, mais on est en train de vous aider à analyser des choses assez simples, qui sont focalisées sur vos besoins et qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Donc ça peut s'appliquer à tout le monde. Pareil, si vous avez des images, vous avez beaucoup d'images à analyser, que ce soit des images... peu importe le type d'image. Donc là, vous allez avoir des algorithmes qui vont être capables de faire de la reconnaissance d'objets, de faire de l'identification, et puis d'éliminer des tâches répétitives sur lesquelles vous n'avez pas forcément de temps à passer. Pareil sur le texte, pareil sur le son. Ça, c'est des choses que les algos d'IA sont plutôt bons pour faire aujourd'hui. Images, son et texte, on sait faire beaucoup de choses. Une question rapide sur... peut-on avoir des chiffres sur le niveau big data, niveau minimum pour faire du big data? Grosso modo, sans même parler de big data, on commence à partir de quel volume? Parce que vous dites... À partir du moment où vous pensez que vous perdez du temps. Voilà, donc il y a autant de définitions que de gens qui font du big data, c'est un mot valise, vous avez compris. Donc globalement, alors il y a toujours les 3V, des consultants habituels, volume, variété, vélocité. Donc en gros, vous avez beaucoup de données qui arrivent très vite. Beaucoup de données, mais beaucoup, ça veut dire quoi? Ça dépasse mon Excel, ça dépasse la mémoire de mon ordinateur, ça dépasse mon disque dur. Oui, ça peut déjà être des premières échelles. Mais ce qui est beaucoup pour vous, c'est peut-être pas beaucoup pour moi. Ce qui est beaucoup pour moi, c'est peut-être pas beaucoup pour Airbus, pour Renault, pour PSA. Donc ça veut rien dire. La question, c'est combien de temps vous passez à traiter des choses qui sont finalement pas utiles et qu'on peut automatiser. Donc c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Même si vous avez 3 fichiers Excel, mais que vous y passez 4 heures par jour, là on commence à traiter de la donnée. L'idée, c'est vraiment transformer de la donnée brute en information pour qu'on puisse prendre une décision. Et on automatise la première partie en faisant de l'analyse de données, on automatise la deuxième en faisant de l'IA. L'IA est un support d'aide à la décision, quelque part. Oui, et puis surtout, vous l'avez dit tout à l'heure, la machine peut être une source d'amélioration. Le but, c'est de diminuer les erreurs, parce que Bien quand sûr. on a des centaines et des centaines de milliers de lignes, au bout d'un moment, on finit par faire des erreurs. La machine, elle a cet naturel. avantage de ne pas faire d'erreurs. Donc on peut commencer très tôt, très vite. On a tous des fichiers Excel, on a tous trop de colonnes, trop de lignes, on a tous tendance à faire des erreurs quand il y en a trop, et donc l'IA peut aider. L'IA aussi peut aider, c'est pas forcément un moyen de virer les gens, ça peut aussi être de la valeur ajoutée et de la formation, du transfert de compétences. Et puis on a parlé de ces fameux algorithmes justement de machine learning, d'apprentissage, qui justement évitent cette phase qui est un peu fastidieuse, dont on a déjà parlé, qui est la programmation de ces fameuses règles, avec toutes les exceptions, la fameuse recette de cuisine, où il arrive à trouver des choses un peu lui-même. Merci beaucoup, c'était Jean-Luc Laurent de Ségula Technologies. Merci à vous.